là dans ce mercato, malgré, comme je l'ai dit, un super gros coup qui a été effectué sur ce Bozaï. Non, McAllister, c'est pas un gros coup. On a des doutes et des questionnements de savoir s'il est prêt pour ce palier-là. Pavard sous Guardiola, j'aimerais Moi, vraiment moi, voir. Il y a un parce que- côté un peu excitant. C'est plus belle la vie qui rencontre Ouais. Marvel. Arsenal ne peut pas se planter. Arteta ne peut pas se planter. Non mais il y a C'est un ça moment, que je si veux c'est ta priorité, il faut mettre l'argent. Sinon quoi, tu vas aller chercher qui Mitroglou? Allez, je vais un peu oser, je vais me mouiller. En octobre, Klopp, il est dehors. Welcome everyone, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et au lendemain de la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon, on a décidé de se mettre à l'heure anglaise avec à mes côtés deux spécialistes. Évidemment, il a laissé l'Aston dans la villa mais il est toujours prêt à dégainer l'Arsenal. Quentin Gesp est là. Comment ça va Quentin? Écoute, ça va. Aujourd'hui, on a quand même sorti un petit t-shirt d'Aston Villa parce Represent. que fallait juste marquer un petit peu le coup. Non, ça va. La pré-saison a commencé, donc je suis le plus heureux du monde. On va enfin pouvoir parler foot et ça me plaît. Avec Moussa Diaby quand même qui a annoncé à Aston Villa. Tant Non. que c'est pas signé, moi Calma. Voilà. Bon, Non, très mais bien. il y a des très bons noms qui sont annoncés, ça bosse bien, mais j'attends les signatures pour m'enthousiasmer, on va dire. Eh ben, on attendra les signatures, t'as raison. En tout cas, dans le 90 Min Palace, on a toujours préféré le diamant au cristal. Comment ça va, David Diamant? Pas mal, mais on va pas parler de Crystal Palace, j'espère, parce que c'est un peu inintéressant. C'est pas le truc qui est au programme. Patrick Vieira serait resté, on aurait peut-être pu l'évoquer, mais il est à Strasbourg, donc finalement, on va passer à autre chose. Et attention, Non, parce que Palace, il y a du beau monde. Hein. Ouais. Bah, Michael Olise, Oui, mais Oui, à ne Allez, pas... merci. à ne et pas- Verici Eze. bon. Ouais, avec un grand coach, encore une fois, qui va aller remonter au plus haut de la Première Ligue, non? Non, ça Non. s'inscrit pas sur le long terme en tout cas, mais Roy Hodgson, ça a été bien sur les derniers mois de la saison. Ah, t'as décidé d'être complètement vanille et tendre aujourd'hui. Genre, même sur Ah non, Roy mais- Hodgson, t'es pas capable de Non, mais mettre un je- petit taquet comme ça d'entrée. Je suis pas un immense fan, mais Roy Hodgson a fait du très bon travail la saison dernière. Quand il arrive à Palace, ça marche tout de suite. Ouais. Et pourtant, j'aime bien Patrick Vieira, pas forcément en tant que manager, mais en tant qu'homme. Bon, en tout cas, je vais vous demander évidemment, comme tous les jours, comme toutes les semaines plutôt, de liker, de commenter, de nous dire un petit peu ce que vous pensez du mercato de la Première Ligue parce que c'est évidemment le sujet de cette émission. Voilà, votre club préféré, un petit peu le club qui vous plaît le plus en Angleterre. Nous, on va évidemment commencer par le plus français des clubs anglais. Et ce sera Arsenal avec Quentin Gesp qui trouve que Arsenal a peut-être une bonne tête de vainqueur. Alors attention. Attention. Justement, c'est pas tout à fait. J'ai pas dit de quoi. Voilà, c'est pas encore tout à fait le très beau mercato et le grand retour des Invincibles, etc. Non, je trouve que le mercato d'Arsenal est très cohérent pour l'instant. Ils ont recruté des très beaux noms que le monde du foot s'arrachait. Il y a eu des bonnes affaires à saisir, même si attention au niveau des prix. Mais c'est surtout ce que ça incarne en fait qui m'intéresse. C'est qu'il y a un projet qui est abouti, qui est ambitieux, qui s'inscrit sur le long terme, que ce soit sur les prolongations comme sur les signatures. Il y a de très bonnes choses qui sont faites. Attends, avant que tu Ouais. continues, j'aimerais juste vous rappeler pour ceux qui nous suivent donc l'arrivée de Declan Rice, donc la semaine dernière, enfin même ce week-end, pour 116 millions d'euros. Kai Havertz qui est arrivé un petit peu plus tôt pour 75 et Jurrien Timber pour 40 millions d'euros. Et on rappellera l'arrivée de retour de près de Folarin Balogun que j'avais Qui va partir donc. qui va partir, mais juste pour le préciser. Mais ouais, vas-y, maintenant je te laisse continuer. Non, pour non, mais justement voilà, il y a des gros noms, il y a des ambitions affichées par l'ensemble du club, que ce soit le board qui met à disposition des fonds importants. Il y a aussi Arteta qui va chercher des gros noms avec Edu. Tout ça, pour l'instant, me plaît, au moins dans le message qui est véhiculé. Cela dit, le directeur sportif d'Arsenal pour voilà, ceux qui ne le sauraient pas. exactement. Cela dit, attirer des gros noms et montrer un peu les muscles n'a pas toujours réussi à Arsenal.
Je pense notamment sur les dernières années où on a eu notamment l'arrivée de Nicolas Pepe, qui n'était pas du tout un choix de Unai Emery, mais plutôt du club dans son ensemble, qui a voulu montrer un peu les muscles et dire les pistes un peu low cost d'Unai, ça plaît pas. Et au final, ils se sont plantés. Donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce qui va être proposé par Arsenal. Et je vais surtout dire que on jugera sur pièce, en fait. C'est ça qui va compter. C'est que cette saison, Arsenal ne peut pas se planter. Arteta ne peut pas se planter. Et oui, je pense qu'Arsenal a des risques de se planter. Qu'est-ce que ça voudrait dire se planter pour Arsenal la saison prochaine, justement? À mes yeux, c'est ne pas être un vrai prétendant au titre. S'ils finissent dans le top 4, ça ils l'ont déjà été. Oui, mais c'est plus suffisant de finir dans le top 4 aujourd'hui. Non, mais Arsenal doit s'inscrire. Pour moi, c'est même plus suffisant d'être un candidat au titre. Exactement. C'est ça. Même plus suffisant d'être un candidat au titre. C'est sûr que l'année prochaine, ils l'ont été l'année dernière, le candidat au titre, c'est fait. Ouais. Oui, donc là, il faut un gagner. Petit peu peut-être en avance avec. Non, l'année prochaine, ils seront jugés pour moi à la même valeur que les autres. C'est-à-dire que là où l'année dernière, il y avait de l'indulgence de dire ouais, mais contre City, nanani, nanana. Là, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Exactement. Échec en cas de. Si tu ne gagnes pas la première ligue, échec. Pas forcément gagner uniquement la première ligue. Hein. Moi, je parle d'un titre dans son ensemble. Ça veut dire Cup, aussi. Ça compte voilà, FA Cup, ça compte évidemment. League Cup, ça compte aussi. Mais Arsenal doit gagner quelque chose. Il doit faire un parcours en Ligue des Champions. Regarde, ça fera bientôt 4 ans qu'Arsenal... ça fera bientôt. S'il n'y a pas de titre la saison prochaine, ça fera 4 ans qu'Arsenal n'a pas remporté le moindre titre. 4 ans, c'est immense dans le football. Et surtout pour un club comme Arsenal, qui est titré, qui est un des clubs les plus titrés du pays. Et évidemment... Arteta doit accompagner ces gros investissements et ce gros projet de titre, parce qu'il y a aussi un autre risque, c'est que ton discours de façade ne s'accompagne pas d'actes. Et pour ça, ça va être difficile de garder des joueurs comme Saka, comme Martinelli, comme Odegaard, qui, eux, s'inscrivent sur la durée. Mais si on leur promet des titres et qu'il n'y en a pas... tu vas trop loin. Ouais, mais c'est vrai. Saka vient de prolonger, mais avec les ambitions qui vont avec. C'est-à-dire que c'est un club qui ambitionne de remporter des titres, de revenir sur le devant de la scène, et un bon parcours en Ligue des Champions peut aider. C'est pas le seul club qui veut revenir sur le devant de la scène. Manchester City sera toujours là, Manchester United va avoir les mêmes ambitions. Arsenal, Chelsea, on va voir ce qu'ils vont faire, on va en parler un petit peu. Liverpool va revenir. Parmi toutes ces équipes, il n'y en a qu'une seule qui peut gagner le titre. Ça veut dire que toutes les autres sont en échec. Avec un projet aussi relativement dynamique mais récent que celui d'Arsenal, je te trouve un poil trop exigeant avec eux. Mais regarde les investissements qui ont été consentis depuis que Arteta est manager d'Arsenal. Et par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble de la première ligue. D'accord. Est-ce que tu les trouves Alors on se parle. Là, j'ai pour l'instant, ils ont donc dépensé quand même 231 millions effectivement rien que sur ce mercato. Sur moins d'un mois. Oui, après c'est un mercato, c'est 3 mois. Non, mais ouais. Depuis son arrivée à Arteta, donc c'est-à-dire en décembre 2019, on est à 685 millions d'euros de dépensés. 685 millions d'euros, ça fait qu'Arsenal est dans le top 4 des clubs les plus dépensiers de Première Ligue. Mais le travail qu'il y avait à faire était énorme. Il y a eu une succession de coachs, enfin en tout cas d'échecs au niveau des joueurs au fil des années dans l'ère après Wenger, où forcément il fallait reconstruire de fond en comble cette équipe. Et pour le coup, là, les 600 millions, moi je te dirais même, ils ont quasi tous été bien dépensés. C'est-à-dire que je pourrais être critique là à te dire, ils jettent l'argent par les fenêtres. Mais si tu regardes poste par poste, poste par poste, on peut regarder. Saka vient de l'académie. Saka vient de l'académie. On a White qui a été acheté très cher. Ben White très cher, 65 ou 70 millions, j'ai plus le chiffre exact. Ramsdale a été un gros recrutement. Énorme. Impact aussi. C'est pour ça que je disais que les plus petits investissements sont souvent ceux qui ont marché le mieux. Arsenal, Gabriel Martinelli, il arrive sous Unai Emery. On est à 7 millions d'euros. Saliba 30 millions d'euros. Tu dois avoir un joueur que Arteta ne voulait pas.
parce que arrivé avant Arteta et pas adapté à son système, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des clés de voûte de sa réussite. On a du Odegaard qui est sur du 30 millions à peu près. Tous ces joueurs-là n'ont pas coûté cher dans le football moderne. Et donc, c'est qui les gros achats? Qu'est-ce qui reste et en quoi ils sont donc Gabriel Jesus qui est on à a 60 Ben millions. White du coup qui pourrait perdre sa place. À voir, mais Gabriel On Jesus, a du quand même, Partey qui a coûté 50 millions, qui a priori est sur le départ. On a beaucoup de gros recrutements qui n'ont pas fonctionné, et pas forcément sous l'ère d'Arteta, mais c'est des gros recrutements, et ces gros recrutements n'ont pas forcément bien marché. Et bon, je pense que Declan Rice sera très bien dans ce milieu de terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que ce projet doit s'accompagner d'un titre. Et doit absolument arriver cette saison. Parce que on a des joueurs de l'académie qui aujourd'hui ne se voient offrir aucun poste. On a seul Saka qui a réussi à vraiment s'inscrire sur la durée. Smith Rowe ne joue plus. On a eu des très gros joueurs de l'académie comme Omari Hutchinson qui est parti à Chelsea. Et il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui se posent des questions sur le projet et ça c'est encore un autre truc. Comment tu gères tes jeunes de l'académie? Maintenant, je te trouve c'est peut-être là où je nuancerais moins ma position par rapport à la tienne. C'est peut-être pas leur demander un titre sur la prochaine saison, mais peut-être sur un cycle de 2-3 ans qui arrive avec un titre majeur. C'est-à-dire j'irai pas sur une League Cup, j'irai sur au moins une FA Cup ou une Première Ligue, mais sur un cycle de 2-3 ans. Ils ont passé un cap l'année dernière en montrant qu'ils pouvaient lutter sur une saison avec Man City. Maintenant, encore une fois, il n'y a qu'un gagnant chaque année. Il y a beaucoup de concurrents. C'est peut-être un poil exigeant de leur demander tout de suite d'aller le chercher l'année prochaine. Il faut voir les ambitions. Hein. On ne peut pas dépenser 200 ou 300 millions d'euros sur un mercato et ne pas s'inscrire comme étant un des vrais favoris pour le titre. Qu'il le soit, au moins un des vrais prétendants, je suis d'accord avec toi. Qu'on en exige d'eux d'aller de le récupérer sous peine d'échec. Peut-être que il y a peut-être un entre-deux entre ces trucs-là. Mais peut-être, Davy... Moi, c'est pas moi, l'échec, je le mesure différemment. Enfin, dans le sens où c'est un échec, certes, mais ça ne remet pas en cause le projet pour moi. Ça veut dire que, pour moi, c'est évidemment une suite logique de remporter le titre la saison prochaine, après la saison qu'ils ont effectuée, et surtout avec les renforts qu'on voit arriver. Ça veut dire que, pour moi, là où ces dernières années, vraiment depuis le duo Arteta-Edu, il y a une vraie cohérence dans le projet, il y a une vraie stratégie, il y a une vraie logique, il y a une vraie courbe d'évolution aussi. Et donc la suite logique de cette évolution, elle est l'année prochaine. Maintenant, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que là où je trouve qu'Arsenal a été très fort dans son rebuild, dans sa reconstruction, c'est vraiment aussi au niveau de l'image, au niveau de la cohérence de l'équipe. Alors, quand ils arrivent au mois de juillet à recruter Rice, je ne sais pas si on mesure l'importance de ce transfert. Il était pisté par City, Man U, Chelsea, Liverpool. Tous les gros clubs anglais le voulaient. Et c'est Arsenal qui l'a eu. L'année dernière, il était envoyé à Chelsea. C'est un enfant de Chelsea à la base. Il était envoyé à Chelsea. Il a été envoyé dans tous les clubs. Non, il décide de signer à Arsenal. Et pour moi, on a déjà... Quoi ? À quel prix ? Tu veux dire argent ? Ouais. Non, on sait que les joueurs anglais, ils n'ont pas de prix. Ça m'importe pas. Mais ce que je veux dire là, ils n'ont pas gagné cette bataille avec l'argent. C'est ça que je veux dire. West Ham aurait été... Liverpool ne s'est pas positionné parce qu'il ne voulait pas mettre 100 millions sur un joueur. D'accord. Et Chelsea, c'est pareil. Hein. Alors Chelsea, qu'ils ont mis 100 millions. Ils ont mis 100 millions sur un joueur. Non, c'est ce qu'ils ont fait l'hiver dernier et l'été dernier. Mais... Non, mais donc en gros, moi, ce que je trouve qui est très impressionnant et très révélateur, c'est souvent ça. Et en fait... On peut appeler ça un peu le marketing mercato, ok ? Et pour moi, je trouve que chaque année, tu remarques qu'il y a des clubs qui galèrent un peu plus à recruter que d'autres, de par justement la manque de cohérence de leur projet ou de par leur mauvaise expérience sur le passé, etc. Et les joueurs sont très attentifs à ça au final. Et Arsenal a vraiment su redorer son blason et être un club vraiment très attirant, très attractif pour les joueurs aujourd'hui. Et même Timber, qui est un jeune de l'Ajax, qui potentiellement pouvait avoir d'autres choix, il est excité par le projet Arsenal. Et moi-même, en tant que fan lambda, je suis excité en voyant
ce que Arsenal peut proposer, ce qu'ils font. Et ça, je trouve que c'est vraiment déjà un énorme changement qui vient pas forcément avec l'argent, qui vient vraiment avec une restructuration, avec un nouveau management, un nouveau leadership, avec des nouvelles bases qui sont mises. Après, je trouve les recrutements là, pour l'instant, super intelligents. Depuis déjà l'hiver dernier, qu'on avait vu avec Trossard notamment. Et là, on le voit donc avec Kai Havertz. Je l'avoue, je comprends pas. Moi, c'est un joueur que je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut payer autant d'argent pour lui. C'est déjà la deuxième fois en peu d'années qu'on paye cher ce joueur, alors que vraiment, j'ai jamais su savoir ce qu'il vaut réellement, malgré que je l'ai vu vraiment énormément de fois jouer au foot. Donc ça, je ne comprends pas. Et par rapport à ce que tu dis de surdépenser sur des gros joueurs et les petites dépenses qui s'avèrent être bien, oui, Martinelli, il a mis 3-4 ans avant de pouvoir être à son potentiel. Tandis que parfois, quand tu mets le prix... Non, mais Ben White, il arrive, il est dans son rôle. Tu vois, donc c'est aussi ça que tu dois mesurer quand tu fais l'investissement plus cher. C'est forcément un raccourci pour des joueurs qui sont déjà confirmés. Et je ne vois pas Arsenal dépenser trop pour des joueurs qui n'en valent pas la peine. Et pour moi, c'est ça qui est important. Parce que l'argent, il n'est pas important dans le foot. Ils ont tous l'argent... Surtout en première ligue. Non, voilà, dans le sens, ils ont les moyens de ce qu'ils font. Mais c'est comment tu vas le dépenser. Est-ce que tu surpayes? Payer 100 millions à Mudryk, pour moi, c'est bien pire que de payer 50 millions à Gabriel Jesus. Donc Mudryk, tu lui laisses pas les 2 ou 3 saisons Mais évidemment que je lui laisse. D'accord. Mais c'est une autre démarche, tu vois. Là, ils ont une démarche investir dur sur des directs impacts ou investir moins sur des impacts plus long terme. Moi ce que je voulais simplement te dire, et donc, il y a une logique, tu vois. C'est que si Arteta ne remporte pas de titre, pour conclure, ça ferait 4 ans qu'il ne gagnerait pas de titre. 4 ans dans le football pour un club aussi ambitieux, aussi prestigieux qu'Arsenal. Ce serait très grave. Ça pose question, ce serait très grave, mais ça avec remet un pas en mercato question le projet, aussi ambitieux. Et moi, je vois encore des limites dans son management, Arteta, et je vais le juger là-dessus. Alors, est-ce que tu serais capable de me citer ces limites en une ou deux phrases, histoire qu'on conclue sur le truc, mais ça m'intéresse. Il y en a une qui, à mes yeux, est assez flagrante. Ouais. C'est son manque d'adaptivité. D'adaptivité. Ou d'adaptation, non? D'adaptation, voilà. Voilà. Adaptation à l'adversaire, en fait. En cours de match, quand tactiquement il est débordé, ça arrive. Quand son plan A marche pas, il a du mal à passer à un plan B en fonction de son adversaire. Exactement. Et en fonction des événements du match. Exactement. Et c'est arrivé plusieurs fois cette saison à des matchs où Arsenal a perdu des plumes. Notamment celui où on était cette saison contre Brighton à l'Emirates. Il y en a eu plein d'autres. Est-ce qu'on est bon sur Arsenal, les gars? Est-ce qu'on peut passer à un autre projet peut-être de Première Ligue qui, lui, te convainc moins, Davy? J'ai l'impression. C'est le projet de Chelsea. Ouais, je pense que Quentin sera en désaccord. Peut-être toi aussi. Chelsea, par contre, voilà, pour moi, c'est l'inverse. Ça veut dire que on a devant nous le tableau des transferts. Et là, on essaye de déchiffrer, où est la logique, où est la cohérence. Et là, j'ai du mal. Évidemment, par exemple, même, je vais le dire la vérité, avec Lukaku. Je suis objectif sur Lukaku à ce niveau-là parce que je trouve que... Pour rappel, en fait, t'es un énorme... Non, je suis un gros fan de Lukaku. T'es un fan d'Anderlecht. Lukaku. Donc, Lukaku, t'as vraiment quelque chose... Voilà, mais très déçu aussi de la manière dont il gère sa carrière. Mais je me dis aujourd'hui, Chelsea, ils ont un coup à jouer à garder Lukaku, en fait. T'as un attaquant confirmé en Première Ligue qui peut faire quelque chose. Pourquoi pas? Il y a un manque de neuf, il y a Nicolas Jackson qui est arrivé. Je peux pas le juger. Par contre, c'est pas une valeur sûre. Donc là, il y a un investissement qui est fait. Si lui, ça va être ton neuf pour la saison, il n'y a pas. Aubameyang, il va partir. Il faut dire ce qu'il y a. On ne compte pas sur lui, quoi. Ouais. Donc, c'est le seul attaquant de pointe là, à l'heure actuelle dans l'effectif, puisqu'on considère que Lukaku et Aubameyang partent. Après, il y a des jeunes super talentueux. Mudryk, gros talent. Je suis convaincu que c'est un talent. Il va à un moment pouvoir percer. Mais il n'a pas non plus l'environnement pour, parce que là, Pochettino, il arrive. Qui sont les leaders dans ce vestiaire-là? Il y a Thiago Silva, je suis d'accord, mais qui commence à être sur le déclin. Et avec tout le respect, il est là depuis 3 ans, 4 ans. Il a gagné Ligue des Champions. Mais évidemment, mais je veux dire, il n'a pas l'âme du club. Cette année, qui part? Mount, Loftus-Cheek. T'as des joueurs quand même qui représentent un petit peu le club. Azpilicueta qui part. Il avait encore un an de contrat. Il n'y a pas moyen de convaincre Azpilicueta de rester encore un an. Ce mec, il représente tout ce que Chelsea a représenté sur les 10 dernières années. Et là, il y a un vrai problème d'âge, d'expérience, aussi de valeur du club qui n'est plus du tout là. Quand on regarde la liste des joueurs, il y en a 2-3 qui ont plus de 25 ans. Et c'est très, très inquiétant quand on voit que la saison elle approche, qu'au final, les autres clubs commencent à recruter, que là, qui va encore arriver à Chelsea?
bah, on ne sait pas. Il y a des rumeurs avec Caseido peut-être au milieu parce que... Alors ça, c'est le dernier sujet aussi où je voulais arriver. Où on est le milieu de terrain. On a Conor Gallagher, on a Enzo Fernandez. Gallagher qui est aussi sur le départ. Voilà, Fernandez Et ça dépend si tu comptes Nkunku comme un potentiel milieu de terrain ou si tu le comptes vraiment comme un offensif. Ouais, mais genre même, pense à position 6-8, voilà, t'en as pas, t'as pas de joueurs. Alors t'as plein d'ailiers, des jeunes ailiers qui savent dribbler, qui sont rapides, super, mais il n'y a aucune cohérence dans cette équipe, et malgré qu'il y a des achats malins, c'est malin d'aller chercher Nkunku, c'est malin d'aller chercher Malou Augusto, il y a certains transferts qui sont vraiment très intelligents. Ziyech, il va partir d'ailleurs aussi probablement, mais il y a vraiment un manque de cohérence dans cette équipe, et je trouve que après la saison catastrophique qu'ils ont fait, la saison s'annonce vraiment mal. Je vois pas Pochettino être l'homme providence, et vraiment je suis triste pour Chelsea parce que c'est un club qui avait une certaine stabilité dans l'ère Abramovich, et que là on voit vraiment que c'est vraiment du n'importe quoi pour l'instant. Et on est en milieu de mercato, hein, Davy, hein, quand même la fin. Absolument, mais je veux dire après, que quand même tous les mouvements depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants sont très inquiétants. Voilà, Kovacic qui part, Havertz qui part, Mount qui part, tous ces joueurs qui partent à la pelle, Koulibaly qui part, ils partent tous comme ça en un coup. Ils avaient besoin d'argent pour équilibrer leur compte. Et heureusement bah ouais, après les conneries qu'ils ont fait avec l'Arabie Saoudite. Bah d'accord, et après les conneries qu'ils ont fait aussi, enfin les bêtises qu'ils ont fait aussi. Et donc ils viennent d'arriver, ils ont déjà fait des gaffes qu'ils doivent réparer, et ils les réparent mal selon moi. Donc c'est pour ça que je dis de fond en comble, pour moi le projet, aussi bien au niveau de la direction que de la structure, elle va pas, quoi. Et Quentin, toi t'es pas en total accord justement avec ça par rapport à... Non, j'entends le manque de clarté sur le projet long terme, ça c'est une évidence, mais ça se voyait depuis un an. Ça fait un an que Chelsea recrute sans vraiment réfléchir sur le long terme, et ça prouve que cet été, c'est simplement le contre-coup, c'est-à-dire qu'ils avaient une masse de joueurs immense, et aujourd'hui il faut vendre pour équilibrer un peu la chose et ensuite repartir sur de nouvelles bases. Moi, je lui trouve quand même une certaine cohérence à faible dose, c'est dans le fait que tu dois liquider un petit peu pour ensuite rebâtir. Et ce qui a commencé à être bâti il y a un an, ou il y a 6 mois si tu prends aussi le marché d'hiver, en fait aujourd'hui va peut-être enfin entrer en vigueur, on va dire, avec des joueurs que tu as fait venir il y a un an ou qu'il y a 6 mois, qui aujourd'hui seront des titulaires plus ou moins indiscutables et qui seront vraiment au cœur de ton projet. Et l'idée de construire un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs, de nouvelles têtes d'affiche et un nouvel entraîneur, je l'entends. Mais il faut des cadres. Mais voilà, c'est ça. C'est là où Chelsea, pour l'instant, va dans le mur. Et quels sont les cadres pour toi, justement? Pardon, vas-y. Non, c'est ça. À mes yeux, c'est là où le bas blesse, que Chelsea commence à avoir quelques problèmes. C'est que soit il va falloir faire de ces jeunes les vrais cadres de cet effectif, soit il va falloir en recruter. Et recruter des cadres, on voit que c'est compliqué. Et surtout, tu ne vas pas le faire en milieu de mercato ou à 2 semaines de ta reprise, quoi. Ou en 2 mercato, ce qui paraît rapproché. Est-ce que, les gars, j'ai envie de vous poser une question sur Nkunku, parce qu'entre guillemets, on est français et que ça nous intéresse. Est-ce que Nkunku peut être le cadre de l'attaque de Chelsea, ou est-ce que, pour vous, il est encore trop jeune pour assumer ce rôle-là? Est-ce qu'il y en a un de vous deux déjà, moi j'aime beaucoup Nkunku d'une certaine mesure, mais ce qui m'a toujours dérangé, c'est le fait de ne pas avoir de position précise sur le terrain. Donc là, je me pose aussi cette question-là, en fait, où il va jouer. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un petit peu le rôle d'Eriksen dans le Tottenham de Pochettino, un milieu très porté vers l'avant, mais qui peut également se déplacer sur les côtés en fonction des compensations et qui sera très présent au pressing? Moi, c'est le seul poste où je le vois vraiment, ce que tu dis. Peut-être à droite, mais il n'a pas la percussion et la vitesse de joueurs comme Madueke, par exemple. Donc, à mon avis, il va forcément arriver dans le cœur du jeu et essayer de s'impliquer un petit peu plus dans la tâche du milieu de terrain. C'est peut-être aussi pour ça que Mount part aussi. Hein. C'est pour ça, à mon avis. Mais non, pour revenir sur ta question, je pense qu'il a les qualités pour le faire, dans la mesure où quand il arrive dans une équipe comme Leipzig, où il y a un vestiaire qui est relativement jeune,
où il n'y a pas forcément de joueurs d'une immense expérience, bah on est un peu dans la même configuration finalement avec Chelsea où on a plus de cadre historique, si ce n'est peut-être Thiago Silva, mais beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore prouvé sur le long terme, sur le plus haut niveau. Mais avec une pression et des attentes qui vont être puissance 10. Une C'est exposition, une pression. C'est Et ça. c'est Et là c'est- où ça va tester Voilà. vachement son caractère. Hein. Exactement. C'est ça. Et c'est là où soit il va passer un cap, soit ça va montrer La ses marche, elle limites. peut être très très haute quand même. Hein. C'est ça. C'est pour ça. Moi, S'il la relève, ça promet une personnalité et un caractère de très grands joueurs. Et ça bénéficiera forcément à l'équipe de France aussi. Mais voilà, pour l'instant, il y a autant de questions que de certitudes, quoi. Et ça suffira pas. Pour moi, il faut vraiment des cadres d'un niveau supérieur au niveau expérience, etc. Avec tout le respect pour Nkunku non plus. Il n'a pas gagné des titres dans sa carrière qui lui permettent d'être à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que je revenais sur le cas Lukaku, qui est très très délicat, mais où pour moi, Chelsea a une carte à jouer d'essayer de le conserver parce que c'est un leader, c'est quelqu'un qui... il est assez haut et assez bas, mais il peut performer et qu'il fallait garder. Et même, même N'Golo Kanté, je trouve ça dommage. C'est des hauts salaires, je comprends, mais en fait, il faut garder cette stabilité. Chelsea et en plus, quand voulait tu le garder dis- Kanté. Ouais, j'imagine. Mais il n'a pas forcément montré. Mais parce que comme tu dis, tu sais pas aller les chercher à l'extérieur, ces cadres-là. Enfin, du moins, c'est très difficile d'aller les chercher à l'extérieur. Et après, tu as un cadre d'expérience, un cadre, en tout cas dans ses anciens clubs, c'est Sterling. On ne sait pas ce qui va se passer pour Sterling parce que Il n'a pas la carrière dans le cadre. C'est ça, on l'a vu l'année dernière. c'est pas un leader de vestiaire. Je suis non plus. complètement d'accord, mais là, je me pose même la question sur Son avenir footballistique. Quoi. sur sa place dans ce 11. Ouais, bien sûr. C'est que, à mon avis, Mudryk va essayer de s'installer. Madueke Madueke, également. il est très fort. Enfin, moi, les quelques fois que je l'ai vu cette saison. Ouais. Et là, il n'y a pas la place pour l'instant. Ouais. Bon, À moins qu'il finisse 9. Mais bon. Ça vaut le coup. Si tu devais donner un conseil à Pochettino justement, ou toi ce serait donc d'aller chercher Lukaku, toi d'aller chercher un cadre un peu pour renforcer son 11, ce serait qui? Là comme ça je t'envoie au casse-pipe. Là j'ai aucun nom qui me vient en tête. Mais quelqu'un un petit peu d'expérience probablement au milieu, est-ce qu'il Et faudrait Morata non, Non, on a parlé aujourd'hui, au milieu. non. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que leur projet, c'est simplement aller chercher les jeunes et puis avec un énorme potentiel. Et le joueur qu'ils veulent, c'est Caicedo. Je l'entends, mais est-ce que ce sera un cadre? Non. Bon. il a montré beaucoup de personnalité et de caractère Brighton. à Brighton. Mais voilà, on est d'accord. Brighton, c'est pas la même pression. Non, mais par exemple, Fabinho, c'est pas une mauvaise idée qui est sur le départ à Liverpool, tu vois. ça a C'est l'air pas de non plus- partir. Mais il y avait un coup à jouer avec Gundogan, par exemple. Enfin bon, c'est trop tard maintenant, mais il y avait un coup peut-être à jouer avec Gundogan. Attention quand même. Moi, j'aurais bien vu ce genre de profil arriver, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai très très peur des joueurs qui partent de City et qui ont un peu une décompression de pression justement. Mais bon, on verra. Je pense qu'on est bon pour le cas Chelsea. Ouais. J'aimerais passer un petit peu à Manchester United. J'ai intitulé mon avis un gardien c'est bien, mais avec un 9 ce serait la teuf. Je suis un enfant des années 90. Même de 89 pour être très honnête. Donc j'ai grandi quand même avec un Manchester United fort, avec un Manchester United qui avait quand même des numéros 9 de grande classe, des Van Nistelrooy, des Van Persie, voilà, des têtes d'affiche, des Wayne Rooney, évidemment ce diable de Wayne Rooney que j'ai pas cité, mais voilà, c'était un petit peu le porte-étendard de ces Manchester United qui étaient évidemment suppléés par des Ryan Giggs et des Paul Scholes. Mais aujourd'hui, je suis très très fan de ce que fait Ten Hag. Je pense que le recrutement de Onana est une excellente idée. Maintenant, s'ils veulent aller concurrencer Manchester City pour ce titre en Premier League, ils ont besoin d'aller chercher un vrai numéro 9. Alors, on en parlait avec Joseph, justement, qui est fan de Manchester United chez 90 Min, et il a raison sur le fait que un Harry Kane ou un Osimhen, ça risque de coûter trop cher. Donc on a lu... Pourquoi trop cher? Qu'est-ce qui peut être trop cher? Apparemment, la famille Glazer a donné une enveloppe de 175 millions de pounds, donc il ferait aller 190 millions d'euros à Ten Hag pour son recrutement. Donc on est déjà sur combien a coûté Mason Mount, 65 millions d'euros. Donc on a déjà une partie de l'enveloppe. Onana à 50 millions d'euros, je trouve que ça les vaut. Maintenant, qu'est-ce qui reste pour un numéro 9? Donc ça devient un peu serré pour aller chercher ça. Je trouve
je connais pas assez Højlund pour le juger honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Kolo Muani, c'est peut-être le coup à tenter. C'est quelqu'un qui sera assez complémentaire de Rashford, qui pourra lui laisser la place dont il a besoin en profondeur et sur le côté gauche, de la même manière qu'il s'associe très bien avec Mbappé. C'est quelqu'un qui pourra peser sur les défenses physiquement, mais aussi aller chercher de la profondeur. Je pense que ce serait un bon coup et que honnêtement, ça vaut le coup. Pour Randal Kolo Muani qui a aussi envie de Première Ligue et qui pourrait vraiment passer un cap, je pense qu'il y a un alignement d'intérêts qui serait assez fort et je pense que pour Manchester United ce serait un bon coup à tenter. Moi je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour ça, clairement. Et aussi, parce qu'on revient sur un débat, ça veut dire que forcément donc, tu veux introduire un 9, mais donc il y a 1, 2, Sancho, Martial, Rashford. Sancho c'est pas un 9 pour moi. Non, je te parle du trio d'attaque, tu vois. Oui. T'as un de ceux-là qui va forcément Sancho, tomber. Anthony, Martial, je compte même plus. Ouais, il est plus vraiment dans l'équation. Non, alors Anthony, Sancho, Rashford, tu dois sortir un des trois. Ouais, mais tu vas jouer sur... Sancho, ça fait 2 saisons... Ouais, mais j'ai l'impression quand même qu'à un moment ça va aller. Et puis là, t'as il y a du talent, c'est indéniable, mais... Non, donc est-ce que Kolo Muani est un joueur les performances. Est-ce que Kolo Muani est assez grand pour arriver et mettre un de ces joueurs-là sur le banc? C'est aussi ça que je me pose comme question. C'est pas les mêmes postes, c'est pour ça. Non, je sais très bien, mais il va falloir prendre on l'a vu par exemple là, Weghorst, c'était un vrai neuf qui débarque en janvier. On va pas... On comprend. Mais tu vois, c'est délicat. Et je sais pas si à mon avis, Ten Hag il gamble et il va faire un pari sur Rashford en numéro 9 pour la saison. Je sais pas, ça a été testé, c'est pas toujours moi je suis d'accord, moi personnellement je suis pas super convaincu, mais on l'a vu au début de sa carrière, il peut planter. Bah, même donc, la saison dernière. Hein. Voilà, donc au final... Il a pas mal joué en pointe aussi. Si il travaille ça, Ten Hag, pour moi il règle plus ou moins le problème. Parce que voilà, le marché des neufs il est compliqué. Qui tu vas aller chercher? Moi je suis pas convaincu avec Kolo Muani. Et Kolo Muani, 100 millions, non? Non, 80, je pense que tu l'as pour 80. Ouais, mais... ça va. Non, mais on est d'accord. T'économises la TVA. Non, mais ça va être un gros... 80 millions d'euros. Ouais. À 73, un truc comme ça. En pound? Oui, mais... En livres sterling. Oui. C'est pas un gros... Enfin, pour le coup, à l'échelle de la Première Ligue économique de la Première Ligue, c'est une bonne affaire. C'est pour un numéro 9. Oui, mais on parlait que le budget est limité là pour cet été, et donc forcément là tu vas alors à ton full budget. Ouais, mais quelles sont les priorités? Un 9, et c'est vraiment la priorité, et un arrière droit, on est d'accord? Ouais. Aujourd'hui, tu peux pas refaire la saison avec Wan Bissaka. Bah ça y est, comment? Ah ouais, peut-être un gars pour vrai, Casemiro, un vrai numéro 6. Un Sofiane Amrabat que tu peux avoir à combien? Tu l'as à 20 millions? Ça a l'air un peu plus 35. Allez, tu vas chercher la famille Glazer, tu leur dis s'il te plaît, on finit bien, 15 millions de plus. Et... Non, mais je sais pas ce que vous pensez. Et qu'est-ce que vous pensez alors, plutôt dans ce cas-là, si vous n'êtes pas convaincu par Kolo Muani, je sais pas si moi je suis assez d'accord sur Kolo Muani. Je pense qu'il connaît un peu la configuration. C'est assez similaire à ce qu'il peut connaître en équipe de France avec Mbappé. C'est pas un joueur qui a un melon ou un ego surdimensionné, qui s'il doit faire la baisse une baisse salariale? Qu'est-ce que tu non, la mauvaise tâche, on va dire. On va aller au pressing et voilà, faire les exactement. Il va le faire. Il va travailler pour le collectif. Il va travailler pour les coéquipiers. Et ça, aller au combat. C'est pour ça. Et on l'a vu quand il rentre en finale de la Coupe du Monde. Bon, ça a changé le match. Et je pense qu'il peut parfaitement s'adapter à un rôle un peu comme ça. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément de pression sur les attaquants en Première Ligue, sur le nombre de buts, le nombre de stats, etc. Et ça, peut-être que la pression des supporters, ça peut... quand même. Mais c'est pour ça. Et Balogun, pourquoi pas? Trop frêle encore, je pense. Là, il a prouvé à Reims. À Reims, il a besoin au moins d'un club intermédiaire, selon moi. Tu peux pas faire Reims. Je parle pas d'être il a du talent. Je parle pas d'être 9 titulaire. Je parle d'épauler Rashford et de petit à petit. T'as un 9 qui n'en est pas vraiment un. Et donc, t'en as un autre qui serait un potentiel et talent qui pourrait éclore. Il va avoir trop de pression.
S'il a un vrai neuf qui est censé être le titulaire et qui prend la pression et lui qui rentre et qui prend un petit peu d'expérience et tout, franchement, je trouve que d'aller chercher Balogun, c'est pas une mauvaise idée pour lui donner de l'expérience. Mais en vrai, il peut pas. Balogun, il a besoin de jouer. S'il joue trop, il va prendre trop de pression. Non, ils ont besoin d'un vrai neuf, quoi. Ouais, mais bonne chance. Non, mais c'est d'un côté bonne chance, mais d'un côté le mercato des neufs a jamais été aussi ouvert que cet été. Hein. Enfin, Harry Kane, c'est mort, on dirait. Kane, c'est mort. Déjà, je pense que si tu mets le prix, c'est pas mort. Mais le problème, c'est le prix. Deuxièmement, si t'as pas Kane, t'as Osimhen, t'as Kolo Muani, t'as Gonzalo Ramos, t'as Dusan Vlahovic et t'as Højlund de l'Atalanta. Enfin, rien que ça, là, il y a des possibilités quand même. Et avec des profils mais différents. Apparemment, aucun de ceux-là sont dans le budget là, de Manu. Non, mais il y a un moment, si c'est ta priorité, il faut mettre l'argent. Sinon quoi, tu vas aller chercher qui, Mitroglou? Je sais pas, ils font Manu, ils font que des folies sur des plans B, hein, en vrai. Non, moi ce que je comprends pas, c'est Mason Mount, mais après bon. Moi j'adore ce joueur, c'est un joueur peux... extraordinaire. Pour moi c'est une alternative, mais tu peux essayer de tenter une dernière fois avec Martial. Non, enfin moi j'y crois pas. Mais le problème, c'est son physique, et puis t'es pas sûr que ça fonctionne. Mais bon, pour moi, c'est jusqu'à là, si ça n'a pas évidemment marché, pour un club comme Manchester United, il doit y avoir de l'ambition, il doit y avoir des gros joueurs, il doit y avoir une équipe. Non, mais surtout que là, c'est pas rajouter 15 millions pour avoir un prospect on sait pas d'où. C'est pour avoir des Harry Kane, c'est pour avoir des. Enfin, entre Kolo Muani à 80 millions et Harry Kane peut-être à 120. Non, bon, bah au moins tu sais. Quand tu vois ce que font Liverpool, ce que font City, ce que font Arsenal, du PSG, s'il te plaît. Tous ces clubs-là ont montré qu'ils avaient de l'ambition et qu'ils se donnaient les moyens de leurs ambitions. Ouais, Arsenal n'a pas le neuf de son ambition. Non, mais Gabriel Jesus, quand il arrive, c'est. Non, mais il a marqué énormément quand même. Bon, tout ça pour dire que ces clubs-là ont de l'ambition et ont montré par leurs différents achats qu'ils avaient de l'ambition. Si Manchester United ne se met pas à la page, tu peux passer une ou deux saisons un peu moyennes, et puis c'est comme le football va vite. Hein. Ouais. Bah, le football va très vite. Dites-nous pour vous quel serait le neuf idéal de Manchester United, surtout dans ce mercato. Je trouve ça vraiment comme une question intéressante, et en fonction des profils, pourquoi justifier un petit peu votre choix, ça nous intéresse. On lit tous les commentaires et on vous répondra avec grand plaisir. Je vous propose maintenant qu'on passe un petit peu à des petits sujets buffet que j'ai, le buffet mercato. Comme ça, je vous pose un petit peu les sujets là. Vous picorez ce que vous avez envie. Manchester City, j'ai intitulé ça la droite molle. On a un côté droit qui est totalement dépeuplé, donc Kyle Walker qui risque de partir au Bayern Munich, et puis ailier droit Riyad Mahrez probablement en Arabie Saoudite, ou en tout cas qui a demandé son départ. Bernardo Silva, on ne sait pas encore où. Barça, PSG, Arabie Saoudite. Comment on fait là sur le côté droit de Manchester City, Quentin? Alors là, faut mettre les sous, tout simplement. Il faut recruter. Sur le poste d'arrière droit, ils vont peut-être trouver une solution avec Akanji et l'installer sur une saison. Rico Lewis, là, il peut pas. Il a un jean. Moi, j'aime bien Rico Lewis, mais il lui faut de la continuité. Et je suis pas sûr que ce soit tout de suite le titulaire de cette équipe. Et surtout, il a montré qu'il pouvait jouer à différents postes aussi. Donc je sais pas si c'est Pavard. On en parle, ouais. Ça pourrait, mais... Pavard sous Guardiola, j'aimerais vraiment moi aussi, j'aimerais beaucoup voir. Il y a un côté un peu excitant. C'est plus belle la vie qui rencontre Marvel. Ouais, et puis si ça marche, peut-être que l'équipe de France se frottera les mains aussi. Hein. Ah oui. Donc ça, non, mais dans son nouveau système là, à 3 défenseurs, où l'arrière droit est un peu central mais ne l'est pas vraiment, ça peut convenir à Benjamin Pavard. Hein. Oui, de jouer un peu n'importe où, et puis de se balader sur le terrain. Bon, mettre des reprises. Ça peut lui. Moi, City m'inquiète pas de manière générale, parce que déjà ils savent rebondir, ils savent investir au bon moment, au bon endroit, avec les bons sous aussi. Ils n'ont pas peur de mettre la main au portefeuille si c'est nécessaire. Ils ont été relativement prudents là dans ce mercato jusqu'à présent. À part Kovacic, est-ce qu'on a d'autres recrues? Et Kovacic, c'est une recrue très très intéressante, parce qu'on voit la même semaine où Gundogan part, à Kovacic qui arrive.
quand même une belle relève assurée. C'est ça. Et si sur ça se trouve, mais sur l'aile Kovacic droite, les gars. ou Rodri va finir latéral droit dans cette Non, équipe. alors voilà, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'au niveau latéral droit, me fait pas vraiment C'est pas peur. le poste, quoi. Non, parce qu'en fait, c'est juste, voilà, Guardiola, il trouve des solutions dans ce genre de cas qui, moi, me disent, bon, au pire, ils n'auront pas de latéral droit et c'est pas le drame. Kyle Walker, il n'est pas encore parti parce que le Bayern, ça parle, mais on n'a pas vu grand-chose pour l'instant non plus. Donc, on va aussi un petit peu mesurer ça parce qu'ils envoient des trucs à Kane, à Kyle Walker, mais on n'a encore rien vu de très concret non plus. On a Donc, oublié une donnée, c'est que Cancelo est pas encore parti aussi. Cancelo n'est pas encore parti, mais j'ai l'impression que c'est quand même Oui, mort. ça part, mais bon. Il a l'air un les- peu rancunier, le Catalan, quand même. Et l'ailier droit, il y a moyen de trouver des. Il y a quand même une grosse force offensive, on va dire, Ouais. qui va permettre de trouver aussi des solutions qui vont pouvoir marcher, quitte à aller recruter allez, je vais dire un petit ailier qui va coûter 30 millions dans un championnat comme la France ou l'Espagne, ou allez, 40 millions, et qui pourra faire le travail. Hein. Bon, dites-nous pour vous qui pourrait jouer ailier droit dans ce City et remplacer des pointures comme Riyad Mahrez ou Bernardo Silva. Moi, j'aimerais bien voir un Adeyemi ou un Chukwueze dans une équipe entraînée par Guardiola. Ça me dirait bien. Ouais, Ça. pourquoi pas. Par contre, il faudra mettre l'argent, parce que ça va pas lâcher facilement. Ça, c'est sûr. Bon, très bien. On va passer. On reste dans le nord de l'Angleterre, mais on passe à Liverpool. L'empile du milieu. Là, ça y est, on a totalement vraiment renouvelé le milieu. Exit Fabinho qui va partir sûrement en Arabie Saoudite. Henderson, pareil. Thiago, on ne sait pas vraiment où ça en est. Milner est parti. Milner, oui, Milner, il fait un 4 x 100 mètres là. Il s'entraîne. Il est parti. Et non, alors bon, là, on a les jeunes comme Elliott, etc. Mais est-ce que ça vous inquiète pas un petit peu ce renouvellement aussi important au milieu de Liverpool? C'est inquiétant dans la mesure où, comme on l'a dit pour Chelsea, il y a des gros personnages du vestiaire qui sont partis avec de la personnalité et de l'expérience. Et que pour l'instant, il y a un peu moins d'expérience et c'est davantage le pari de la jeunesse avec des Bajcetic, des Curtis Jones et du Harvey Elliott. Après, ces joueurs-là, il faut les faire jouer aussi. Hein. Si tu veux les faire passer à l'échelon supérieur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu en as l'opportunité. Et puis après, s'ils sont préservés par les blessures, ça s'installera sur la durée. Il y a aussi un McAllister qui est arrivé, qui viendra compléter aussi le niveau. Petite recrue. Ouais, petite recrue, mais voilà. Non, il y a un projet qui me paraît cohérent aussi, qui est de reconstruire un club qui a manqué sa saison, même si bon, ils finissent quand même 5e, mais pour un club comme Liverpool, c'est pas suffisant. Et après, c'est aussi miser sur le fait que des joueurs comme Darwin Núñez, etc., aient réussi leur acclimatation. Il y aura moins de blessures a priori avec un peu de chance. Donc c'est aussi voir un petit peu ce que ça va donner là-dessus. Et le mercato du milieu, il n'est pas fini du tout pour Liverpool. Ils attendent 1 à 2 joueurs supplémentaires pour compléter un peu tout ça. Et moi, ça me paraît suffisamment cohérent. Et je pense que Klopp a une idée bien précise derrière la tête, donc il l'a prouvé par le passé. Je ne m'inquiète pas plus que ça pour eux. Tu les vois revenir dans la concurrence de la Première Ligue la saison prochaine? Pas pour Dans la le concurrence titre, au titre, ouais. mais un top 4, ouais. Genre vraiment plus fort que Liverpool la saison prochaine, non? Ils ont plus de certitude en tout cas, avec l'effectif qu'on a à l'instant T, là où on se parle. Je pense qu'Arsenal a davantage de certitude avec quelques ajustements, même si je me méfie aussi d'une chose, c'est que la perte de Xhaka en matière de leader, etc., va impacter, je pense, cette équipe d'Arsenal C'est pour ça que, un peu jeune. Mais voilà. Non, pour moi, Liverpool, ils ont fait un très joli coup avec Szoboszlai. Parce que c'est un super joueur, très polyvalent et avec un impact énorme sur le jeu. Donc ça, je trouve que c'est un super beau coup que Liverpool a réalisé. Après, je suis de manière générale inquiet pour Liverpool depuis la saison dernière. Parce que pour moi, le projet est terminé, en fait. Carrément. Non, dans le sens où le projet Klopp est terminé. Tu vois pas Klopp capable de se renouveler ou de renouveler son effectif pour donner son message? Ah ouais? Honnêtement, toi, sachant que la saison dernière, il y a que des blessés à toutes les lignes. Hein. Ouais, mais il y en a dans toutes les équipes, tu vois, des blessés. Et en fait, moi, si je veux je vais un peu oser, je vais me mouiller.
En octobre, Klopp, il est dehors. Et en fait, avant décembre, il T'as part. beau prévenir, je suis toujours. Non. Je suis toujours assez. Avant décembre, il part. Je sais pas si lui partira ou si il va être dehors. Mais le projet Klopp à Liverpool est terminé depuis l'année dernière. Et là, ils sont en train de... Tu sais, comme quand tu t'attaches à ton ex, comme ça, tu vois, ou quand tu t'attaches à une meuf, mais tu sais que c'est pas la bonne pour toi, mais comme objectivement elle est bien, bah, tu veux rester avec elle. Et ben, j'aimerais bien que mon ex soit comme Klopp en matière de résultats. Grand respect pour Klopp, sa carrière et ce qu'il a... Grand respect pour ton ex Klopp, aussi. Non, Klopp, et je vais pas lui enlever ce qui lui revient. Klopp est clairement à l'origine du renouveau de Liverpool, ce qu'ils attendaient depuis plus de 20 ans. Donc on va pas lui enlever ça. Je dis juste que, là, c'est terminé, son ère est terminée. Qu'est-ce qui te fait dire à ce point-là Ses cadres sont moisis. Ouais, mais il essaye de les renouveler, là, enfin de les changer. Oui, mais il y en a encore plein qui sont encore là. Salah, il est encore là. Ouais. Van Dijk, il est encore là. Alisson, il est encore là. Non, Van Dijk est moisi. Bah, ils ont fait une saison. Ils ont fait. Van Dijk, tu veux Bah, pas. ils ont C'est fait pas une toi qui saison. veux dire Non. qu'il est pas moisi. Bah, ils mais- ont fait une saison pourrie. Ils ont fait une saison pourrie. Non, mais tous ces joueurs que je te cite Van ont Dijk, fait une saison pourrie. Van Dijk, depuis sa blessure, effectivement, il a l'air vraiment pas au niveau Mais c'était d'avant. la stature de ton. Ouais, mais Ibrahim Konaté, il a l'air de statuer Ah ouais, ça, je suis pas mal. d'accord avec toi. Et Mais donc- Alisson, il est loin d'être cramoise. Mohamed Salah, faut voir. Mais ils ont vachement de... Alexander Arnold a un nouveau poste. Ouais. Il y a. Super. Bah, quand même, ça compte. Ça fait oui des et stats, non, hein. tu vois, moi quand je te dis, je vois que les soldats de Klopp, son armée qu'il a construite lui-même et qui a été un succès phénoménal, c'est terminé. Donc une partie, ils sont partis, enfin une grosse partie est partie, on les a cités, Henderson, Firmino, etc., Milner. Et puis tu as une partie qui est encore là, qui va peut-être moisir là. Et puis tu as des nouveaux qui arrivent. Où parfois les postes sont doublés, on ne sait pas très bien, je crois que c'est déjà... Enfin voilà, donc il y a des joueurs qui doivent trouver leur marque parmi ces anciennes gloires aussi. Et il y a quelque chose pour moi qui tourne pas rond et qui signale du moins une mauvaise saison qui arrive, et je vois pas forcément là dans ce mercato, malgré comme je l'ai dit un super gros coup qui a été effectué sur ce Bozaï, je vois pas forcément... Hein, Ou McAllister. non, McAllister, c'est pas un gros coup. J'en ai déjà parlé avec Quentin, s'il osera le dire en antenne. Mais McAllister, on a des doutes et des questionnements de savoir s'il est prêt pour ce palier-là. Ça, c'est sûr. C'était un Mais- excellent joueur de Brighton. Est-ce que ce sera un cadre de Liverpool? Je demande à voir. Si Ce que Ago je n'a vois pas avec encore la atteint son sélection- niveau. Ce que je vois avec la sélection argentine me laisse quand même à penser que ça C'est peut possible. fonctionner. Mais effectivement, à l'heure où on se parle, il n'a pas encore prouvé chez un très très grand club. Voilà, quand tu regardes les dernières sa recrues de Liverpool, il n'y en a pas énormément qui sont ultra performantes, à part Konaté que tu as cité. Mais après, les autres, voilà, Darwin Nunez, on doit encore voir. Non, mais Diogo Jota, quand même. Diogo Jota non plus, plus ou moins. Luis Diaz, il a eu des blessures, etc. Mais il y a plein de joueurs comme ça qu'on demande vraiment à savoir encore ce qu'ils valent. Et il y a ce mélange donc de joueurs moyens qui ont encore à se prouver, d'autres joueurs qui ont déjà assez prouvé, qui n'ont plus rien à prouver. Et ce mix pour moi est dangereux. Et je vois pas en fait là dans ce mercato en quoi il y a un renouveau. Là où je l'ai dit avec Arsenal a identifié ses manquements de l'année dernière, est en train de les remplacer et travailler là-dessus pour faire une meilleure saison que l'année prochaine. Chelsea se plante dans ce processus-là. Et pour moi, Liverpool aussi. Parce que si Liverpool fait le bilan de sa saison sur ses manquements, et là, le mercato qu'ils ont entamé, bah, ils sont pas en train de régler leurs problèmes. Tu crois pas justement le milieu là? Le milieu, c'était vraiment un grand manquement. Le milieu, c'est exactement ce qui a coûté Et là, tu as un milieu à Liverpool. qui gagne le titre. Non, mais qui Avec est en train de se McAllister reconstruire. et... Qui est en train de se reconstruire Et justement. Et d'abord, il laisse partir Ouais. les joueurs en fin de cycle, comme tu l'as dit très justement. Et ensuite, bah, ça passe à la partie ajout. Et effectivement, là où on peut en vouloir un petit peu à Liverpool, c'est qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas encore signé quoi que ce soit avec Liverpool et qui vont peut-être louper une partie de la pré-saison. Donc ça peut être un problème. Maintenant, le mercato, théoriquement, il reste encore 1 mois et demi. Tu as largement le temps de compléter ton effectif. Et une dernière question avant de finir sur Liverpool. Van Dijk doit-il être titulaire la saison prochaine, oui ou non?
De facto, oui. Ah oui, mais... Non, ou alors il faut chercher un défenseur central titulaire. Ah oui, non, voilà. avant Moi, la je fin voulais du dire, il n'y a mercato. personne qui peut le remplacer. Non, pardon. Est-ce que vous partez, voilà, vous êtes Klopp aujourd'hui, vous partez avec Van Dijk titulaire l'année prochaine, ou vous allez chercher un titulaire sur le marché des transferts? Moi j'irais chercher un concurrent. Un concurrent. Au moins pour avoir 3 très très haut niveau défenseurs centraux. Et il faut pas oublier Matip que j'adore et je pense qu'il a encore le niveau pour être au moins dans la rotation régulière de Klopp. Ouais, pour moi, tu démarres avec Van Dijk par manque d'opportunités peut-être sur le marché là en ce moment, et puis parce qu'il partira pas, enfin d'une manière pragmatique quoi. Tu vois, je pense qu'il le sera parce que voilà, c'est pas le poste prioritaire où ils doivent remplacer, et qu'ils vont galérer à trouver un défenseur confirmé. Qui va venir et qui va concurrencer réellement Van Dijk. J'en vois pas là sur le marché abordable et que pourrait tenter alors qu'ils ont d'autres priorités. Après, tu peux faire un coup comme avec Konaté où tu vas chercher un jeune avec un fort potentiel et puis... À Leipzig, encore une fois. Mais il a mis aussi 1 an, tu vois ce que je veux dire? Ouais, même un peu plus. Hein. Enfin, il y a eu le temps. Ok, en un mot, juste pour finir. Avant de... Genre des Loukeba par exemple. Je place Loukeba, c'est vrai que c'est intelligent. Loukeba à Liverpool, est-ce qu'il est titulaire selon vous? Dites-nous en commentaire. Newcastle, est-ce que avec Tonali ça joue le titre, oui ou non? Non. Ça joue pas le titre, mais je trouve que leur recrutement est tout à fait cohérent. Je m'attendais au pire de la part de Newcastle. On avait des grosses annonces avec des très très gros noms dont on ne trouvait pas forcément la cohérence. Là, je pense que Eddie Howe avait parfaitement identifié le problème qui était renforcer un petit peu ce milieu où on avait un Longstaff qui a fait une très bonne saison mais qui n'est pas un top cadre, un cadre, voilà. Et là, ils vont chercher un joueur de calibre Ligue des Champions pour disputer la C1. Je vois de la cohérence dans le recrutement et surtout de la continuité. L'un des pièges quand on change un petit peu de dimension comme ça, c'est de dépenser à tout va, d'aller chercher des très gros joueurs, des très gros noms pour finalement se planter. Là, je trouve que c'est suffisamment prudent et suffisamment cohérent pour avoir de la continuité, sachant que a priori, tu n'as pas forcément d'immense manque dans ce 11 de départ. C'est simplement compléter, avoir un effectif dans sa globalité qui soit suffisamment compétitif pour jouer sur plusieurs tableaux. Moi, ce que je trouve qui a fait leur qualité depuis leur achat, c'est vraiment d'avoir fait des gros investissements très ciblés sur des postes qui étaient vraiment nécessaires et sur des choix très calculés pour moi, qui ont été vraiment payants. Et on l'a vu. Et qui vont l'être encore. Voilà, et qui vont encore l'être. Mais là, ils se plantent sur ce mercato pour moi. Ils sont trop prudents peut-être, ou ils font trop attention. Tonali, ça suffit pas du tout. L'année prochaine, il y aura la Ligue des Champions. Là, l'année dernière, c'est un petit peu un miracle aussi qu'ils finissent dans le top 4, dans le sens où ils ont quand même un tout petit peu bénéficié des manquements des autres pour y arriver, malgré une excellente saison, et j'ai énormément de respect pour le travail qui est réalisé à Newcastle, mais je pense qu'ils ne pourront pas compter là-dessus la saison prochaine, et donc il faut investir bien plus à beaucoup de postes. Il y a un problème s'ils veulent pouvoir dans être encore dans ça. le top 4. Quel poste en priorité? Là. Moi, j'irais sur toutes les lignes, quoi. Sur toutes les lignes, un cadre? Ah ouais. D'accord. Moi, je vois un problème dans ce recrutement, c'est le fair play financier. Dans le The Athletic cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, il y avait un excellent article que je recommande d'ailleurs, qui expliquait pourquoi Newcastle était sous la contrainte du fair play financier. Et ils n'ont pas une marge de manœuvre, malgré leur richissime propriétaire, ils n'ont pas une marge de manœuvre économique, en tout cas, si importante que ça. Donc, les riches propriétaires, mais qui sont bloqués à cause du fair play financier, ça existe vraiment? Mais ils risquent de le payer parce que... Le PSG, ils en ont bien profité sur la saison. Ah non. Ils risquent de le payer cher, en tout cas, Newcastle. Ah, mais c'est pour ça, ce qui est fait me paraît suffisamment cohérent, suffisamment ciblé, et dans la continuité du projet. Et puis... voilà, essayer de se renforcer avec quelques joueurs un peu à fort potentiel et qui pourraient faire des bons remplaçants. Enfin, Tottenham, on finit là-dessus. Est-ce qu'il y a encore de l'ambition dans ce club? Oui ou non?
Genre, oui. Ne serait-ce que honnêtement, ne serait-ce que la nomination de ce coach qui vient du Celtic et qui a jamais entraîné une équipe de haut niveau, pardon pour tous les fans du Celtic, pardon, mais ça témoigne pas d'un club qui veut continuer à se battre dans le top 4 de Première Ligue. Le top 4 de toute façon me paraît compliqué pour un club comme Tottenham. Mais le seul truc c'est que Brighton a plus d'ambition que Tottenham aujourd'hui. T'es sévère. Moi, je trouve que t'es sévère, ouais. Si Kane y reste, il y a des investissements qui ont été beaux sur des bons joueurs, des bons postes. Ça, qui ? Vas-y. Enfin, pas pour. Non, mais par exemple, Maddison, c'est une recrue très maligne. C'est vrai. Kulusevski c'est après. Vraiment la recrue de leur mercato. Non, mais après, ils ont réussi à transformer le prêt en un achat pour Kulusevski, que moi je trouve un super joueur. Voilà, il y a des choses à faire avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont au final acheté pas mal de joueurs ces dernières années. Et le coach, je le connais pas, je vais pas le juger. Je comprends la démarche de Tottenham, peut-être d'aller chercher un coach à en devenir un peu comme ils avaient fait avec Poch. 57 ans. Oui, mais ça, tu vois, tu peux devenir un coach sur le tard. Ça me ferait pas non plus. Tu vois. Moyen, ça, après, je vais pas te dire qu'il va devenir Ferguson, tu vois, mais genre ça peut être un bon coach, tu vois. Et Tottenham gagner le titre, non, évidemment que non. Mais être un candidat au top 4, top 6, oui, pour moi, pourquoi pas. Avec cet effectif, candidat au top 4 ? Je pense qu'il y a encore quelques ajustements à réaliser, mais oui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Tottenham ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Ouais. Donc ça fait qu'a priori un match tous les 4 jours et quelques, avec toutes les compétitions incluses. Ce rythme-là me paraît pas délirant pour un club qui a quand même quelques bons joueurs, si Kane reste, etc. À toutes les lignes quand même. Donc je vois quelques ajustements, notamment au poste de numéro 6, avoir un milieu un peu relayeur qui puisse faire le gardien de Empoli. Excusez-moi la différence. Il y a peut-être quand même un ou deux défenseurs centraux à aller chercher. Qui pour moi est la priorité des priorités. Tu fais pas confiance à Clément Langlais ? Justement, il est parti, il est en presse. Ouais. Moi, je trouve qu'il a fait quelques bonnes performances, mais il faut le récupérer. Moi, je pense. Et il faut remplacer ces Davinson Sanchez, etc., qui n'ont jamais apporté quoi que ce soit de positif à Tottenham. Et pour moi, avec le temps qui reste, etc., je ne suis pas encore tout à fait inquiet pour cette équipe. Je pense que cette équipe-là est suffisamment à même, en tout cas, de réaliser une bonne saison avec les recrutements qui ont été faits, et notamment celui de Maddison qui, à mes yeux, change toute la perception que j'ai du mercato de Tottenham. À ce point-là. Ouais. Mais au point de les mettre en concurrence avec Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea. Pour moi, il y a un top 4 qui s'est à peu près dessiné. Liverpool. Vas-y, donne ton top 4. City, Arsenal, peut-être Liverpool et Manchester United ou Newcastle. Ce sera un peu l'incertitude. Et derrière, il y a peut-être un petit peu de place, mais à mes yeux, et donc, tu Tottenham n'est plus dans le même championnat. Derrière Villa, derrière Brighton. À mes yeux, à mes yeux, le championnat de Tottenham se situe un peu dans celui-là aujourd'hui. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup d'équipes pour un top 5 qui est déjà trusté. Hein. Complètement. Après, on l'a vu la saison dernière, mais Brighton, Villa sont pas forcément encore aussi rodés et aussi avec un effectif aussi stable. Ah bah ça c'est sûr. Oui. Il y a deux des meilleurs tacticiens d'Europe qui sont à Brighton et à Villa. Donc, oui, donc aujourd'hui, et encore une fois, Harry Kane, même quand il met 30 buts, Tottenham il finit 8ème. Non mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et voilà, moi je pense que le top 4 de toute façon, Tottenham n'en fait plus partie. Et maintenant ce sera un nouveau championnat avec un peu plus de concurrence et à Tottenham de montrer qu'il a les reins assez solides. On verra en tout cas. De toute manière, on verra. Ça dépendra aussi de si Harry Kane reste ou pas, mais ça, on n'y est pas encore. On n'est pas du tout encore à la fin du mercato, donc
Tout ça, on aura le temps d'y revenir. On a fait long aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'équipes un petit peu à évoquer, mais je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. C'est que vous avez dû quand même relativement apprécier l'émission. S'il vous plaît, lâchez un like, un abonnement, un commentaire. Vous savez, c'est ce qui nous aide le plus parce que ça présente et ça partage l'émission à ceux qui suivent les mêmes émissions que vous. Donc, s'il vous plaît, faites-le. C'est très important pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Top 90. Merci, Davy. Merci Quentin, merci Joseph à la technique, et puis on se retrouve très très vite et toujours au top. À bientôt. Mangez des pommes. Ouais.